Bonjour à tous, chers amis. Saviez-vous que près de 95% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Si vous aimez ces histoires, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de laisser un like. Cela m'aide énormément. Merci d'être là. Au fait, d'où regardez-vous cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. Je m'appelle Cole Harrington et je dirige Arctic Call depuis 11 ans. C'est assez long pour savoir que la Dalton Highway ne pardonne pas les erreurs. Et l'hiver, ici, n'est pas une saison. C'est un état d'esprit. Quand les gens me demandent à quoi ressemble la conduite pendant la nuit polaire, je leur dis d'imaginer être avalé tout entier. Pas de soleil pendant des semaines. Juste une obscurité écrasante et interminable qui appuie contre votre pare-brise comme une créature vivante. C'était fin janvier lorsque j'ai pris une cargaison à Fairbanks, du matériel de forage destiné à des dorses. Un trajet standard, 14 heures si la météo le permettait, ce qui n'était jamais le cas. Le dispatch, Ron Kellerman, un vétéran qui conduisait des camions avant même ma naissance, m'a donné les instructions habituelles pendant que je signais le manifeste. Conditions routières, médiocres à mauvaises. Température autour de moins 40 degrés, avec un refroidissement éolien descendant sous les moins 60. Tu as fait le plein, a-t-il demandé sans lever les yeux de son bloc-notes. Il y a 1 heure. Kit de survie, couverture supplémentaire, fusée de détresse, téléphone satellite. Ron, ce n'est pas ma première fois. Il m'a regardé, et j'ai vu une lueur traverser son visage. De l'inquiétude, peut-être, ou simplement la fatigue de voir des conducteurs partir vers le nord, dans le noir, année après année. Ouais. Bon, la météo annonce des conditions de blizzard au nord de Coldfoot. Ça devrait frapper vers minuit. Tu es sûr de ne pas vouloir attendre demain matin? J'ai regardé ma montre. Il était déjà plus de 14 heures, ce qui signifiait qu'il faisait noir depuis des heures et que ça resterait ainsi jusqu'en mars. Je serais passé avant que ça n'arrive. Je connais la route. Ron a hoché lentement la tête, comme s'il avait déjà entendu cette phrase. Il m'a tendu les papiers et s'est retourné vers sa radio sans un mot de plus. J'ai grimpé dans la cabine, démarré le moteur et les laissé tourner au ralenti pendant quelques minutes, le temps que le chauffage se mette en marche. Le thermomètre du tableau de bord indiquait moins 42 degrés. Dehors, l'air était si froid qu'il semblait couper les poumons comme du verre brisé. Fairbanks a disparu derrière moi en quelques minutes, avalé par une obscurité que l'on ne trouve nulle part ailleurs, pas de réverbère, pas de maison, juste le tunnel étroit de mes phares découpant le noir, éclairant seulement l'asphalte recouvert de neige et, de temps en temps, un panneau kilométrique réfléchissant. La cabine du camion était chaude, presque trop. Mais j'ai gardé le chauffage à fond, car le froid ici n'est pas quelque chose avec lequel on prend des risques. Votre carburant peut geler, vos pneus peuvent se fissurer, votre moteur peut s'arrêter, et si vous tombez en panne au milieu de la nuit polaire, vous n'attendez pas une dépanneuse. Vous attendez de voir si vous allez geler à mort avant que quelqu'un ne remarque votre absence. La première heure s'est déroulée sans incident. J'ai croisé quelques camions allant vers le sud, leur lumière s'éteignant rapidement dans l'obscurité derrière moi. La route était en bon état, de la neige tassée avec peu de glace. Ma radio CB crépitait parfois avec des parasites et des conversations lointaines, des conducteurs qui se donnaient des nouvelles, parlaient de la météo, des arrêts pour le carburant, des problèmes de moteur. C'est une bouée de sauvetage, cette radio, un rappel que vous n'êtes pas complètement seul, même quand vous vous sentez isolé. Vers le kilomètre 75, j'ai traversé le village de Live and Good, ou ce qu'il en reste. Quelques bâtiments, la plupart sombres. 2 ou 3 lumières faibles brillaient aux fenêtres comme des braises mourantes. Personne dehors. Personne ne l'est jamais en janvier. J'ai continué à rouler, surveillant le compteur kilométrique, la jauge de carburant, et la température qui baissait encore. C'est alors que j'ai remarqué les aurores boréales. Elles ont commencé comme une lueur verdâtre à l'horizon, ondulant comme un rideau agité par la brise. Puis elles se sont étendues, formant des arcs dans tout le ciel, des vagues de vert pâle et de violet. Magnifique, d'une manière qui vous fait sentir tout petit. J'ai vu les aurores boréales 1000 fois, mais elles me touchent toujours. Il y a quelque chose en elles qui ne semble pas tout à fait naturel, comme si le ciel vous montrait quelque chose qu'il ne devrait pas. J'ai baissé la vitre d'un cran, laissant l'air froid entrer, vif et pur. Les aurores pulsaient au-dessus de moi, silencieuses et étranges. Pendant un moment, j'ai oublié la route, l'horaire, la prévision de blizzard.
Je me suis contenté de regarder. Puis la radio CB a crépité. Trafic vers le nord. Ici l'unité 7 à 9. Quelqu'un est là. J'ai attrapé le combiné. Ici l'unité 42 vers le nord. Je vous écoute. 7 à 9, des parasites. Puis une voix, faible et déformée, tu approches du passage de la rivière Yukon dans environ 1 heure. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Plus de parasites. La voix est revenue, plus claire cette fois. Fais juste, attention là-bas. La route a été bizarre ce soir. J'ai froncé les sourcils. Bizarre comment? Aucune réponse. Juste le sifflement de l'air vide. J'ai attendu, regardant la radio, mais la voix n'est pas revenue. J'ai repris le micro. 7 à 9, tu es toujours là. Rien. J'ai raccroché le combiné et j'ai continué à conduire. Bizarre n'est pas un mot que l'on veut entendre sur la Dalton, mais ce n'était pas non plus inhabituel. Les gars se font des frayeurs ici. L'obscurité, l'isolement, le froid. Ça vous perturbe l'esprit si vous les laissez faire. J'avais entendu des histoires, des conducteurs voyant des choses qui n'existaient pas. Des lumières au loin qui ne se rapprochaient jamais. Des voix à la radio qui ne devraient pas exister. Je n'y accordais pas beaucoup de crédit. L'esprit joue des tours quand on est fatigué et seul. Mais je ne pouvais pas me défaire de l'impression que quelque chose avait changé. Les aurores étaient plus brillantes maintenant, projetant une lueur pâle et malsaine sur la neige. La route devant semblait différente, plus plate, plus lisse, comme si la texture avait été effacée. J'ai ralenti un peu et j'ai serré le volant. Mes phares ont balayé le panneau kilométrique, 98. J'ai pris note mentalement. Encore 70 km jusqu'à Coldfoot, où je pourrais m'arrêter pour faire le plein, boire un café et avoir quelques minutes de contact humain avant de continuer vers Deadhorse. C'est alors que j'ai vu le premier signe. C'était petit, facile à manquer, un poteau en bois sur le côté de la route, à moitié enterré dans la neige, avec une flèche peinte à la main pointant vers l'ouest. Aucun mot, aucune indication de ce qu'il marquait, juste une flèche. J'avais roulé sur cette route plus de fois que je ne pouvais en compter, et je n'avais jamais vu ce panneau auparavant. Je me suis dit que ce n'était rien. Peut-être un sentier de chasse, ou une ancienne route d'accès à un camp minier. La Dalton était jonchée de vestiges de projets abandonnés, d'infrastructures oubliées, des squelettes d'entreprises échouées. Mais quelque chose chez cette flèche m'a dérangé. Elle semblait fraîche. La peinture n'était pas délavée. Le bois n'était pas pourri. J'ai continué à rouler. La température continuait de baisser, moins 42 degrés, moins 45 degrés. L'air semblait plus lourd, plus épais, comme si le froid pressait de tous côtés. Les aurores se tordaient au-dessus de moi, n'étant plus belles, juste dérangeantes. Puis le vent s'est levé. Il a commencé par un gémissement bas, à peine audible par-dessus le grondement du moteur. Puis il a grandi, devenant un hurlement soutenu qui secouait la cabine. La neige a commencé à s'élever du sol, tourbillonnant en nuages denses qui brouillaient la route devant moi. Je pouvais encore voir, mais à peine. La visibilité est tombée à 50 pieds, puis 30, puis moins. Un blizzard. J'ai relâché l'accélérateur, ralentissant jusqu'à une vitesse d'escargot. Mes phares étaient inutiles maintenant, ne faisant que me renvoyer la lumière dans un mur blanc. Je ne pouvais plus voir la route, ni les panneaux kilométriques, ni rien. Tout ce que je pouvais faire, c'était garder le volant droit et espérer que j'étais toujours sur le bitume. C'est alors que je l'ai senti. Un changement. Subtil, mais indéniable. La route sous moi semblait fausse, trop lisse, trop plate, comme si j'avais dévié sur quelque chose qui n'était pas de l'asphalte. J'ai freiné doucement, arrêtant le camion, et je suis resté là dans le silence hurlant, écoutant le vent hurler. La radio CB a crépité à nouveau. Nord 42. J'ai attrapé le combiné. Ici 42. Qui appelle? Des parasites, puis une voix faible et déformée, fait demi-tour. Mon sang s'est glacé. Répétez. Fais demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. La voix s'est coupée. J'ai fixé la radio, le cœur battant. Le blizzard faisait rage dehors, martelant le camion, secouant les rétroviseurs. Je ne pouvais rien voir. Je ne pouvais pas m'orienter. Pour ce que j'en savais, j'étais assis au milieu de la route, ou pire, complètement à côté. J'ai passé la marche arrière, reculant lentement,
essayant de sentir le bitume. Les pneus ont écrasé quelque chose. De la neige ou du gravier, je ne pouvais pas dire. Puis le camion a tangué, penchant légèrement vers la gauche. J'ai figé, les mains crispées sur le volant. J'étais hors de la route. Pas de beaucoup, peut-être un pied ou deux, mais assez. Assez pour que, si je n'étais pas prudent, je puisse glisser dans le fossé, et ce serait la fin. Pas de signal cellulaire ici. Le téléphone satellite dans la couchette. Mais si le camion était coincé, je brûlerais du carburant pour rester au chaud. Et le carburant ne dure pas éternellement. J'ai pris une inspiration, me suis calmé, et j'ai avancé doucement. Les pneus ont patiné une seconde, puis ont accroché. Le camion a regagné le sol ferme. J'ai expiré lentement et j'ai continué à avancer, à peine touchant l'accélérateur, me frayant un chemin à travers la tempête. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, le blizzard s'est arrêté. Le vent est tombé, la neige s'est déposée, l'air s'est éclairci. J'ai pu voir à nouveau les phares découper l'obscurité, éclairant la route devant moi. J'ai vérifié mes rétroviseurs. Rien derrière moi, juste une autoroute vidée de la neige tourbillonnante. J'ai vérifié l'odomètre. Je n'avais avancé que d'un quart de mille, peut-être moins. J'ai regardé le panneau kilométrique devant moi, le même que j'avais passé 10 minutes plus tôt. Je l'ai fixé, mon esprit essayant de comprendre ce que je voyais. Ce n'était pas possible. J'avais avancé tout le temps. Je n'avais pas fait demi-tour. Je n'avais pas fait de boucle. Mais c'était là, le panneau kilométrique 98, exactement là où je l'avais vu auparavant. J'ai attrapé la radio CB. Quelqu'un sur ce canal. Ici l'unité 42. Pouvez-vous m'entendre? Des parasites. Aucune réponse. J'ai réessayé. Ron, si tu m'écoutes, c'est Cole. Je suis au nord de Live and Good et quelque chose ne va pas répondre, s'il vous plaît. Rien. Les aurores pulsaient au-dessus de moi, plus brillantes maintenant, projetant de longues ombres sur la neige. Je suis resté là, moteur au ralenti, fixant ce panneau kilométrique. Mes mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais à cause de quelque chose d'autre. J'ai mis le camion en marche et j'ai recommencé à conduire, plus vite cette fois, dépassant le panneau, dépassant l'endroit où j'avais vu la flèche, dépassant l'endroit où le blizzard m'avait frappé. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne me suis pas arrêté. J'ai juste conduit, comptant les panneaux kilométriques au fur et à mesure qu'ils défilaient, m'assurant qu'ils augmentaient et ne se répétaient pas. La route s'étendait devant moi, droite et vide. Le vent s'était complètement calmé. Les aurores s'étaient estompées, ne laissant que le ciel noir et la faible lueur des étoiles. Tout était silencieux, trop silencieux. Et c'est alors que j'ai vu la cabane. Elle est apparue sur le côté gauche de la route, à peine visible dans l'obscurité. Une petite structure en bois, peut-être 3 mètres sur 3, avec une seule fenêtre et une porte. Aucune lumière à l'intérieur. Aucune fumée sortant de la cheminée. Juste un bâtiment assis là, au milieu de nulle part, là où aucun bâtiment ne devrait être. J'ai ralenti, la fixant. J'avais roulé sur cette route des dizaines de fois. Il n'y avait pas de cabane au kilomètre 115. Il n'y avait aucune structure entre Living Good et Cold Foot, à part les rares abris d'entretien, et cela était marqué sur la carte. Celui-ci n'était sur aucune carte. J'ai garé le camion, laissant le moteur tourner, et j'ai attrapé ma lampe torche. La température extérieure était brutale, moins 47 degrés, mais j'avais besoin de voir, j'avais besoin de comprendre ce que je regardais. Je suis descendu de la cabine, mes bottes craquant sur le sol gelé, et j'ai marché vers la cabane. Le vent s'était levé à nouveau, pas un blizzard, juste une brise mordante et constante qui traversait mes couches comme si elle n'était pas là. Mon souffle s'est figé dans l'air, cristallisant instantanément. Le faisceau de la lampe torche a balayé l'extérieur de la cabane. Du bois ancien, usé, mais pas pourri. Aucune neige sur le toit, ce qui était étrange. Tout ici est enseveli sous la neige. Mais le toit était dégagé, comme si quelqu'un l'avait balayé récemment. Je me suis approché. La porte était fermée. Pas de poignée, juste une simple targette. La fenêtre était sombre, couverte de givre si épais que je ne pouvais pas voir à l'intérieur. J'ai hésité, la main survolant la targette. Chaque instinct me disait de retourner dans le camion et de continuer à conduire. Mais la curiosité, ou peut-être autre chose, m'a poussé en avant.
J'ai soulevé la targette. La porte s'est ouverte. À l'intérieur, la cabane était vide. Aucun meuble, aucune provision. Juste des murs en bois nus et un sol en terre battue, mais il faisait chaud. Pas chauffé. Pas comme s'il y avait un poêle ou un radiateur en marche, mais chaud. L'air à l'intérieur était au moins 20 degrés plus chaud qu'à l'extérieur, ce qui n'avait aucun sens. Je suis entré, balayant la pièce avec ma lampe, cherchant des bouches d'aération, des fissures, tout ce qui pourrait expliquer cela. Rien. Le sol était intact. Aucune empreinte de pas, aucune marque. Les murs étaient nus, à l'exception d'un seul mot gravé dans le bois près du coin arrière. Je me suis approché, orientant la lumière. Nord. Mon estomac s'est retourné. C'était le mot de la radio CB, la voix qui m'avait averti de faire demi-tour. J'ai reculé hors de la cabane, le cœur battant, et j'ai tiré la porte pour la fermer. La targette s'est enclenchée. Je suis resté là un moment, fixant le bâtiment, essayant de rationaliser ce que je venais de voir. Puis je me suis retourné et je suis retourné vers le camion. Je suis monté dans la cabine, j'ai claqué la porte et je l'ai verrouillée. Mes mains tremblaient à nouveau. J'ai attrapé le combiné de la radio CB. Quelqu'un sur cette fréquence? Ici l'unité 42. Je suis au kilomètre 115 et j'ai besoin de confirmation. Y a-t-il une structure sur le côté ouest de la route à cet endroit? Des parasites. J'ai réessayé. Ron, si tu m'entends, j'ai besoin que tu vérifies les cartes. Kilomètre 115, côté ouest. Y a-t-il quelque chose là-bas? Aucune réponse. J'ai raccroché le combiné et j'ai fixé la route devant moi. La cabane était visible dans mon rétroviseur, sombre et immobile. J'ai mis le camion en marche et j'ai commencé à conduire, regardant dans le rétroviseur le bâtiment rétrécir derrière moi. Je n'ai pas quitté des yeux la cabane jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Panneau kilométrique 116. 117, 118. La route était droite et vide. Aucun autre trafic, aucune lumière au loin, juste le noir infini et la faible lueur des aurores revenant dans le ciel. J'ai gardé une vitesse constante, les mains serrées sur le volant, l'esprit en ébullition. C'est alors que la radio CB a crépité à nouveau. Ou deux, ici 7 à 9. Tu es toujours là. J'ai attrapé le micro. 7 à 9, ouais, je suis là. Où es-tu? Je viens de traverser le Yukon. Tu me suis? J'ai vérifié mon GPS. Le passage de la rivière Yukon était au kilomètre 56. J'étais au kilomètre 120. Négatif. Je suis bien devant toi. Je suis au nord de la coupure de signal. J'ai attendu, mais ça n'est pas revenu. J'ai raccroché le micro et j'ai continué à conduire, essayant de comprendre ce qui se passait. Le GPS indiquait le kilomètre 120. L'odomètre était d'accord, mais 7 à 9 disait qu'il était au kilomètre 56, ce qui signifiait soit qu'il était bien derrière moi, soit que je n'étais pas là où je pensais être. J'ai regardé le panneau kilométrique suivant en passant. 121, puis 122. Les chiffres augmentaient. Tout semblait normal, mais quelque chose au fond de moi me disait que ce n'était pas le cas. Le vent s'est levé à nouveau, plus fort cette fois. La neige a commencé à tourbillonner sur la route. Pas un blizzard complet, mais assez pour réduire la visibilité. J'ai ralenti, me penchant en avant, plissant les yeux à travers le pare-brise. Les phares pénétraient à peine la neige soufflée. Et puis je l'ai vu, un autre panneau kilométrique. Mais celui-ci était différent. J'ai freiné brusquement. Le camion a dérapé légèrement avant de s'arrêter. J'ai fixé le panneau, mon esprit refusant d'accepter ce que je voyais. J'étais au kilomètre 122 10 secondes plus tôt. J'avais avancé. Je n'avais pas fait demi-tour. Je n'avais pas fait de boucle. Mais c'était là. Panneau kilométrique 98. J'ai attrapé le combiné. Quelqu'un sur cette fréquence, c'est une urgence. Je suis au panneau kilométrique 98 et j'y suis déjà passé. Il y a un problème avec la route. Quelqu'un me reçoit. Des parasites. J'ai réessayé, la voix montant. Quelqu'un, répondez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. Rien. Je suis resté là, fixant le panneau, mon souffle embuant le pare-brise. La température dans la cabine baissait. J'ai vérifié le chauffage.
Il fonctionnait, mais la chaleur s'estompait, comme si le froid extérieur s'infilerait à travers les murs. J'ai mis le chauffage au maximum, mais ça n'a pas aidé. Les aurores ont flambé au-dessus de moi, plus brillantes qu'avant, teintant la neige de vert et de violet. Et dans cette lumière, j'ai vu quelque chose. Une silhouette debout sur le côté de la route, peut-être à 15 mètres devant moi, immobile, faisant face au camion. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis penché en avant, essayant de distinguer les détails. Cela ressemblait à une personne, mais je ne pouvais pas en être sûr. La lumière des aurores déformait tout, les ombres s'étirant et se tordant de manière peu naturelle. J'ai allumé les phares. La silhouette n'a pas bougé. J'ai attrapé ma lampe torche et j'ai baissé la vitre, dirigeant le faisceau vers la silhouette. C'était une personne, ou quelque chose en forme de personne. Grande, vêtue de vêtements sombres, la capuche relevée, mais la posture était étrange. Trop raide, trop immobile. J'ai klaxonné. Le son a résonné dans le vide, aigu et discordant. La silhouette n'a pas réagi. Je suis resté là, figé, ne sachant que faire. Chaque instinct hurlait de conduire, de passer, de ne pas m'arrêter, mais je ne pouvais pas détourner les yeux, je ne pouvais pas bouger. La silhouette est restée là, silencieuse et immobile, baignée dans la lumière verte des aurores. Puis, lentement, elle a levé un bras, non pas vers moi, mais derrière moi. Je me suis retourné, regardant par la vitre arrière. La route derrière moi était vide. Aucune lumière, aucun mouvement, juste la faible lueur de la neige et le ciel sombre. Je me suis retourné vers la silhouette. Elle avait disparu. J'ai fixé l'endroit où elle se trouvait, mon pouls battant dans mes oreilles. La route était vide. Aucune empreinte dans la neige. Aucun signe qu'une personne ait été là. J'ai remonté la vitre, verrouillé la porte et je suis resté là, respirant fort. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le volant. Le thermomètre du tableau de bord indiquait -53 degrés, plus froid qu'il ne l'avait été toute la nuit. J'ai mis le camion en marche et j'ai commencé à conduire, lentement au début, puis plus vite. Je n'ai pas regardé en arrière, je ne me suis pas arrêté. J'ai juste conduit, dépassant le panneau kilométrique, dépassant l'endroit où se trouvait la silhouette, dépassant l'endroit où la cabane aurait dû être, mais ne l'était plus. La route s'étendait devant moi, interminable et noire. Les aurores pulsaient au-dessus de moi, silencieuses et étranges. Et quelque part dans le lointain, faible mais de plus en plus fort, j'ai entendu le vent commencer à hurler. J'ai conduit pendant ce qui m'a semblé être des heures. L'odomètre continuait à tourner. Les panneaux kilométriques défilaient, mais rien ne semblait normal. La route était la même. La neige était la même. Les aurores au-dessus étaient les mêmes. C'était comme si j'étais coincé dans une photographie, avançant, mais n'allant nulle part. Le panneau kilométrique 98 est réapparu. Puis encore, et encore. J'ai arrêté de compter après la 5e fois. Ma jauge de carburant baissait, pas rapidement, mais assez pour que je le remarque. J'avais brûlé un quart de réservoir depuis mon départ de Fairbanks, ce qui aurait dû me faire passer Coldfoot depuis longtemps. Mais je n'étais pas à Coldfoot. J'étais nulle part. La radio CB est restée silencieuse. Pas de parasites, pas de voix, juste un silence mort. J'ai essayé toutes les fréquences, j'ai appelé sur chacune d'elles, mais personne n'a répondu. C'était comme si la radio avait cessé de fonctionner ou comme s'il n'y avait plus personne pour m'entendre. La température continuait de baisser. -55 degrés, -58 degrés. Le froid s'infilerait dans la cabine malgré le chauffage à fond. J'ai pris une couverture dans la couchette et je me l'ai enroulée autour des épaules, mais ça n'a pas aidé. Mes doigts étaient engourdis. Mon souffle sortait en nuages. C'est alors que j'ai remarqué la glace. Elle se formait à l'intérieur du pare-brise, s'étendant vers l'intérieur depuis les bords en motifs complexes. Des fleurs de givre, comme on les appelle. Magnifiques dans tout autre contexte. Terrifiantes quand elles commencent à se former à l'intérieur de votre cabine. J'ai mis le dégivreur à fond, mais la glace continuait à s'étendre. En quelques minutes, ma vue était à moitié obstruée. Le monde extérieur réduit à un tunnel étroit de visibilité. J'ai gratté avec mon gant, mais elle repoussait plus vite que je ne pouvais l'enlever. J'ai ralenti jusqu'à une vitesse d'escargot, me penchant sur le côté pour voir à travers la partie la plus claire du pare-brise. La route devant était à peine visible, juste une ligne grise pâle entre des murs de neige. Et puis je les ai vus.
Des traces. Des traces de pneus, fraîches, traversant la route et disparaissant dans le banc de neige sur le côté droit. Je me suis arrêté, les fixant. Elles étaient larges, des pneus de camion lourds, de la même taille que les miens. J'ai regardé dans mon rétroviseur. Mes propres traces s'étiraient derrière moi, claires et ininterrompues. J'ai regardé devant. Les autres traces traversaient la route de gauche à droite, comme si quelqu'un avait dévié et conduit dans la neige. J'ai attrapé ma lampe torche et je suis descendu de la cabine. Le froid m'a frappé comme un mur, si intense qu'il m'a coupé le souffle. J'ai serré ma capuche et j'ai marché vers les traces, les suivant avec le faisceau de la lampe. Elles menaient directement dans le banc de neige, des ornières profondes creusées dans la surface gelée. Je les ai suivies pendant peut-être 6 mètres, puis je me suis arrêté. Les traces s'arrêtaient, non pas à un camion, non pas à un fossé, elles s'arrêtaient comme si le véhicule avait conduit dans la neige et disparu. Je suis resté là, fixant, essayant de comprendre. Puis j'ai remarqué autre chose. Des empreintes de pas petites, de taille humaine, s'éloignant de la fin des traces de pneus. Elles étaient profondes, comme si quelqu'un avait couru. Je les ai suivies avec ma lampe, les traçant à travers la neige vers la lisière des arbres. Elles s'arrêtaient au bord des arbres. Pas de point d'entrée, pas de continuation, juste un arrêt. J'ai reculé, le cœur battant, et je suis retourné au camion. Je suis monté dans la cabine, j'ai claqué la porte et je l'ai verrouillée. Mes mains étaient si froides que je les sentais à peine. J'ai remonté le chauffage, même si je savais que ça n'aidait pas. C'est alors que je l'ai vue dans mon rétroviseur, la cabane. Elle était de retour. Au même endroit, même apparence, assise sur le côté gauche de la route comme elle l'avait été auparavant. Mais j'avais passé cet endroit 6 fois. Elle n'y était pas. Je l'ai fixée, mon souffle embuant le rétroviseur. La porte était ouverte maintenant, juste un peu, mais assez pour voir l'obscurité à l'intérieur. Et pendant que je regardais, la porte a bougé, non à cause du vent. Elle a bougé délibérément, lentement, comme si quelque chose la poussait de l'intérieur. Je n'ai pas attendu. J'ai mis le camion en marche et j'ai accéléré, les pneus patinant brièvement avant d'accrocher. Le camion a bondi en avant et j'ai conduit plus vite que je n'aurais dû dans ces conditions. Mais je m'en fichais. J'avais besoin de m'éloigner de cette cabane, de ces traces, de tout ce qui se passait. La route a défilé. Les panneaux kilométriques ont passé trop vite pour être lus. Les aurores au-dessus se tordaient et s'agitaient. Plus belle, juste étrange. Fausse. Le vent hurlait et la neige tourbillonnait et la glace sur mon pare-brise devenait plus épaisse. Puis j'ai vu les lumières. 2 points blancs loin devant, à peine visibles à travers la neige. Un autre camion se dirigeant vers le sud, vers moi. J'ai allumé mes phares, désespéré de contact, de confirmation que je n'étais pas seul ici. Les lumières sont devenues plus brillantes, plus proches. Je pouvais distinguer la forme maintenant. Un gros camion, du même modèle que le mien. Il roulait vite, trop vite pour ces conditions. J'ai relâché l'accélérateur, me déplaçant vers la droite pour lui laisser de la place. Le camion a rugi en me dépassant, klaxon hurlant. J'ai aperçu le conducteur, capuche relevée, visage caché, et sur le côté de la remorque, peint en lettres délavées, Harrington Freight, ma société, mon camion. Je l'ai regardé dans le rétroviseur alors qu'il disparaissait derrière moi. Les feux arrière s'estompant dans la neige. Mes mains étaient gelées sur le volant. Mon esprit tournait. Ce n'était pas possible. Je conduisais mon camion. Il n'y avait qu'une seule unité ici. À moins que je ne me sois vu moi-même, que je n'ai vu la boucle de l'extérieur. J'ai freiné brusquement, arrêtant le camion. Je suis resté là, moteur au ralenti, fixant la route vide devant moi. Ma respiration était courte et saccadée. Le thermomètre indiquait -61 degrés. C'est alors que la radio CB a crépité. 42, ici 7 à 9. Je suis au kilomètre 98. Tu es dans le coin. J'ai attrapé le micro, ma voix tremblante. 7 à 9, d'où viens-tu? Du sud. Je viens de quitter Coldfoot. Pourquoi? Quelle est ta position maintenant? Kilomètre 98. Comme je l'ai dit, tu vas bien? 42, j'ai regardé le panneau kilométrique devant moi. Kilomètre 98. 7 à 9, je suis au même panneau. Je le regarde en ce moment.
Silence. Puis, ce n'est pas possible. Je suis ici. Je regarde la route. Tu n'es pas ici. Mon estomac s'est noué. C'est à 9, j'ai besoin que tu décrives ce que tu vois. De la neige. La route. Les aurores. Rien d'autre. Pas de camion. J'ai fixé la radio CB, mon esprit s'emballant. C'est à 9, vois-tu une cabane? Un petit bâtiment, côté ouest de la route. Une longue pause, puis, négatif. Aucune structure, juste une route vide. J'ai raccroché le micro et je suis resté là, tremblant. Le chauffage faisait un bruit étrange maintenant, un grincement qui n'était pas là avant. Le givre sur le pare-brise s'était étendu pour couvrir presque toute la surface. Je pouvais à peine voir. Et puis, faible mais indéniable, je l'ai entendu. Des pas à l'extérieur du camion, craquant dans la neige. Lent, délibéré, faisant le tour de la cabine. J'ai figé, écoutant. Les pas se sont arrêtés à la porte du conducteur. J'ai tourné lentement la tête, regardant la vitre. Le givre était trop épais pour voir à travers, mais je pouvais distinguer une forme. Une ombre debout juste à l'extérieur. Une main s'est pressée contre la vitre. Les doigts écartés, laissant des marques dans le givre. Puis une voix, étouffée et lointaine, Nord. Le même mot que sur la radio CB. Le même mot gravé dans la cabane. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. La main a glissé le long de la vitre, laissant des traînées floues dans le givre, puis a disparu. Les pas ont repris, contournant l'avant du camion, passant du côté passager, revenant à l'arrière. Puis ils se sont arrêtés. J'ai attendu, écoutant. Le vent hurlait. Les aurores ont flambé, mais les pas ne sont pas revenus. J'ai compté jusqu'à 60, lentement et de manière contrôlée, puis j'ai attrapé ma lampe torche et le téléphone satellite de la couchette. Je suis passé sur le siège passager, j'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte d'un cran. Le froid s'est engouffré, brutal et immédiat. J'ai dirigé la lumière vers l'extérieur. La neige autour du camion était intacte. Aucune empreinte, aucune marque, rien. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée et je suis retourné sur le siège conducteur. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. Je l'ai allumé, attendant le signal. Une barre, puis deux. J'ai composé le numéro de Ron. Il a sonné une fois, deux fois, puis la communication s'est établie. Call. La voix de Ron, claire comme le jour. Ron, je suis dans le pétrin. Il y a un problème avec la route. Je continue de voir le même panneau kilométrique. J'ai besoin d'aide. Call, calme-toi. Quelle est ta position? Kilomètre 98. Je suis ici depuis des heures. Je ne peux pas le dépasser. Silence. Puis, Call, ce n'est pas possible. Le GPS montre que tu es au kilomètre 167. J'ai regardé le panneau kilométrique à l'extérieur. 98. Ron, je le regarde en ce moment. Il indique 98. Call, ton traceur montre que tu es juste au sud de Coldfoot. Tu es presque arrivé. Tu devrais voir des lumières maintenant. J'ai fixé le téléphone, mon esprit tournoyant. Ron, il n'y a pas de lumière. Il n'y a rien. Juste de la neige et de l'obscurité. Une autre pause. Call, j'ai besoin que tu t'arrêtes et que tu vérifies ton équipement. Ton GPS pourrait être défectueux, mais tu dois arriver à Coldfoot. Ton carburant est bas. Je sais que mon carburant est bas. J'ai essayé d'y arriver. Call, tu es à 15 km. Continue à conduire. Tu verras les lumières bientôt. Il a raccroché. Je suis resté là, fixant le téléphone. 15 km. Kilomètre 167, mais le panneau à l'extérieur indiquait 98. J'ai démarré le moteur et j'ai conduit. Je n'ai pas regardé les panneaux kilométriques. Je n'ai pas vérifié les rétroviseurs. Je me suis juste concentré sur la route devant moi, sur le tunnel étroit de visibilité à travers le pare-brise givré, et j'ai conduit. Puis, lentement, progressivement, je les ai vus. Des lumières. Faibles au début, juste une lueur à l'horizon. Puis plus brillante, plus nette. Les lumières de Coldfoot, exactement là où elles devaient être. Je me suis garé sur le parking,
J'ai coupé le moteur et je suis resté là, tremblant. Les autres camions étaient garés en rangée nette, leurs cabines sombres. Les fenêtres du relais routier brillaient d'une lumière chaude et jaune. Tout semblait normal, réel. Je suis descendu, les jambes instables, et j'ai marché vers le bâtiment. La porte s'est ouverte avec un joyeux tintement. L'air chaud m'a enveloppé, presque douloureux après des heures dans le froid. Une femme derrière le comptoir a levé les yeux et a souri. Une nuit difficile ? J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Le café est frais. Servez-vous. J'ai versé une tasse, les mains tremblant toujours, et je me suis assis à une table près de la fenêtre. Dehors, mon camion était garé sur le parking, couvert de givre. Je l'ai fixé, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Puis j'ai vu le conducteur de l'autre camion, celui qui m'avait dépassé sur la route. Il était assis à l'autre bout de la pièce, la capuche toujours relevée, le visage toujours caché. Il buvait du café, complètement immobile. Je me suis levé, je me suis approché. « Et, tu étais sur la Dalton ce soir ?» Il n'a pas répondu. Et, j'ai répété plus fort. « Je t'ai vu là-bas. Tu m'as dépassé. » Lentement, il a tourné la tête. La capuche est tombée en arrière. C'était moi. Mon visage. Mes yeux me fixant. J'ai reculé, renversant mon café. La femme derrière le comptoir a levé les yeux, inquiète. « Ça va ?» Je me suis retourné vers la table. Elle était vide. L'homme avait disparu. La tasse de café avait disparu, comme s'il n'avait jamais été là. « Tu as vu ?» J'ai commencé, mais les mots sont morts dans ma gorge. La femme a froncé les sourcils. « Voir quoi, mon chou ?» J'ai secoué la tête, reculant vers la porte. « Rien. Je vais bien. » J'ai quitté le relais routier, je suis remonté dans ma cabine et j'ai verrouillé les portes. Je suis resté là, fixant mon reflet dans le rétroviseur, m'assurant qu'il était réel, m'assurant que c'était bien moi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai juste attendu l'aube, que je savais ne pas venir. J'ai atteint Deadhorse 3 jours plus tard. Le trajet aurait dû prendre 14 heures. Il m'en a fallu 72. Je ne me souviens pas de la plupart du trajet, juste de la conduite, des arrêts, de la reprise de la conduite. Les blizzards sont venus et repartis. La route s'étendait. Les aurores dansaient au-dessus. Quand j'ai finalement livré la cargaison, le réceptionniste a regardé son bloc-notes et a froncé les sourcils. « Tu es en retard. » « Je sais. 3 jours de retard. Tu te rends compte de ce que ça nous a coûté ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste tendu les papiers et je suis retourné à mon camion. Ron a appelé 1 heure plus tard, sa voix tendue de frustration. « Cole, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ?» Je me suis perdu. « Perdu ? Tu roules sur cette route depuis 11 ans. Comment tu te perds ? » Je n'avais pas de réponse. Pas une qui aurait du sens. « Ton journal GPS ne correspond pas à ta chronologie », a continué Ron. « Selon le traceur, tu as fait le trajet en temps standard, mais tu es en retard de 3 jours. Ça ne colle pas, je sais. Cole, j'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin d'une explication. » J'ai fermé les yeux, m'appuyant contre le siège. « Je n'en ai pas », il a soupiré. « Bon, prends quelques jours de congé. Dors un peu. On en reparlera à ton retour. » Il a raccroché. Je suis resté là, fixant le parking vide. Le ciel était toujours sombre. Il resterait ainsi pendant encore un mois. J'ai pensé à la cabane, à la silhouette, au pas, au visage dans le relais routier. Rien de tout cela n'avait de sens. Rien ne pouvait être expliqué. Mais je savais une chose. Je n'y retournerai pas. Le lendemain matin, j'ai pris la route du sud, prenant mon temps, m'arrêtant toutes les quelques heures, gardant la radio CB allumée, et écoutant les voix des autres conducteurs. Des voix réelles, humaines. Preuve que je n'étais pas seul. Quand j'ai atteint Fairbank, j'ai rendu mes clés. Ron n'a pas discuté. Il a juste hoché la tête, comme s'il avait déjà vu ça. « Tu es sûr ? » ?»« Je suis sûr. »« Qu'est-ce que tu vas faire ? » ?»« Je ne sais pas. Autre chose. N'importe quoi d'autre. » Il m'a serré la main. « Prends soin de toi, Cole. »
J'ai quitté le bureau et je suis sorti sur le parking. Les aurores commençaient à apparaître. De faibles rubans verts à l'horizon. Je suis resté là à les regarder, sentant le froid s'infiltrer dans mes os. Je n'ai jamais su ce qui s'était passé sur cette route. Je n'ai jamais eu d'explication pour la boucle, la cabane, la silhouette. Le journal GPS montrait un trajet normal. La consommation de carburant correspondait à la distance. Sur le papier, tout était en ordre. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai ressenti. Et je sais que quelque part au nord de Livengood, au kilomètre 98, il y a une cabane qui ne devrait pas exister. Et si jamais vous vous retrouvez là-bas, dans le noir, dans le froid, et que vous la voyez, ne vous arrêtez pas. N'entrez pas. Et surtout, ne regardez pas dans le miroir, car vous pourriez ne pas aimer ceux qui vous regardent en retour. Je m'appelle Reed Walker et je transporte des marchandises à travers le territoire du Yukon depuis 16 hivers. C'est assez long pour savoir que le silence ici n'est pas vraiment du silence. C'est autre chose. Quelque chose qui appuie sur vos tympans et vous rend hyper conscient de chaque petit son. Le tic-tac du métal qui refroidit. Le murmure du vent à travers une fissure dans le joint de porte. Votre propre battement de cœur amplifié dans l'obscurité jusqu'à ce qu'il ressemble à un tonnerre lointain. Février est le pire mois, le plus froid, le plus sombre, le plus impitoyable. Le genre de mois où votre souffle gèle dans vos poumons et où le métal de la poignée de porte peut vous enlever la peau de la paume si vous ne portez pas de gants. Le genre de mois où le soleil se contente de se glisser à peine au-dessus de l'horizon pendant quelques heures avant d'abandonner et de redescendre, vous laissant avec 20 heures d'obscurité absolue. Et dans cette obscurité, dans ce froid, les choses changent. Les routes se déplacent. Les repères disparaissent et les sons voyagent de manière qu'ils ne devraient pas. C'était le 18 février lorsque j'ai reçu l'appel du dispatch, une cargaison prioritaire en route de Whitehorse à Dawson City. Des fournitures médicales et du matériel d'urgence pour l'hôpital là-bas. L'autoroute avait été fermée pendant 3 jours en raison d'un énorme système orageux qui s'était installé sur la région, mais elle s'était enfin dégagée suffisamment pour permettre le passage. Ils avaient besoin de quelqu'un d'expérimenté, de quelqu'un qui connaissait la Klondike Highway en hiver, de quelqu'un qui ne paniquerait pas quand les choses deviendraient difficiles. Ce quelqu'un, c'était moi. J'ai pris la cargaison au centre de distribution en début d'après-midi, ce qui signifiait que j'avais peut-être 3 heures de lumière grise et faible avant que l'obscurité n'engloutisse tout. La température était de moins 43 degrés Celsius, et les prévisions météo annonçaient un autre système qui devait arriver pendant la nuit. De la neige légère, peut-être un peu de vent, rien que je n'avais déjà traversé une centaine de fois. Mais il y avait quelque chose dans la voix de la dispatch, une hésitation, un choix minutieux des mots qui m'a fait marquer une pause. « Tu es sûr de toi, Reed ?» a-t-elle demandé. Elle s'appelait Margaret, et elle dirigeait des camions dans le territoire depuis 30 ans. Elle connaissait les routes aussi bien que moi, connaissait les risques, savait quand retenir et quand envoyer quelqu'un. « Je suis sûr », ai-je dit en signant le manifeste. L'hôpital a besoin de ce matériel. On ne peut pas attendre 3 jours de plus que la météo se dégage complètement. Elle a hoché lentement la tête, mais ses yeux sont restés sur moi un peu trop longtemps. La radio a eu des problèmes ces derniers jours. Beaucoup d'interférences statiques. Certains conducteurs ont signalé des transmissions étranges. Étranges comment ? Elle a haussé les épaules, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. Garde ta radio allumée. Fais un check-in toutes les heures. Et si tu dois t'arrêter et attendre que ça passe, fais-le. Ne pousse pas ta chance. Je lui ai dit que je ne le ferais pas, mais nous savions tous les deux que je mentais. La première heure de Whitehorse s'est déroulée sans incident. L'autoroute était en bon état. Les chasse-neige avaient fait leur travail, et la glace n'était pas encore trop mauvaise. J'ai gardé une vitesse modérée, environ 60 km/h, surveillant la route, les rétroviseurs, le ciel. La lumière s'estompait déjà. Ce soleil de février faible abandonnant tôt. Et au moment où j'ai passé le tournant pour Carmax, il faisait nuit noire. C'est alors que la température a commencé à chuter. J'ai regardé le thermomètre sur mon tableau de bord descendre. Moins 45 degrés, moins 48 degrés, moins 51 degrés. Le genre de froid qui rend l'air lui-même cassant, comme s'il pouvait se briser si on le traversait trop vite. J'ai augmenté le chauffage, mais la chaleur semblait mince, inadéquate, comme si elle retenait à peine le froid qui pressait de l'extérieur. La route devant était un tunnel étroit de visibilité,
mes phares découpant l'obscurité et éclairant peut-être 50 mètres d'asphalte recouvert de neige avant que tout ne se dissolve dans le noir. Aucun autre véhicule, aucune lumière de maison lointaine, juste la route et les arbres et l'énorme obscurité étouffante de l'hiver du Yukon. J'ai allumé la radio CB, plus pour le réconfort d'avoir une autre voix dans la cabine que pour une raison pratique. Les parasites ont été immédiats et forts, un crépitement dur qui a rempli l'espace autour de moi. J'ai ajusté le squelch, essayant de trouver un canal clair, mais chaque fréquence était la même. Du bruit blanc ponctué de brefs moments de quelque chose qui aurait pu être des voix, mais trop déformées pour être comprises. Puis, coupant à travers les parasites, clair comme une cloche, nord. J'ai attrapé le micro. Ici l'unité 47 en direction du nord. Je vous écoute. Silence. Juste le crépitement et le sifflement de l'air mort. J'ai réessayé. L'unité 47 demande une identification. Qui appelle? Rien. J'ai raccroché le micro et j'ai continué à conduire, me disant que ce n'était que des interférences, un étrange phénomène atmosphérique qui se produit par grand froid. Les ondes radio rebondissent différemment lorsque l'air est aussi dense, aussi gelé. Les signaux sont piégés et réfléchis, créant des échos et des transmissions fantômes. Ce n'était rien, mais je ne pouvais pas me défaire de l'impression que la voix s'adressait à moi, que quelqu'un, quelque part, m'appelait spécifiquement. Les kilomètres défilaient lentement. J'ai traversé le petit établissement de Peak Crossing. Juste une poignée de bâtiments regroupés autour de l'autoroute, tous sombres et fermés contre le froid. Aucun signe de vie, aucune fumée sortant des cheminées, juste des structures vides et la faible lueur d'un seul réverbère éclairant la neige qui tombait. La neige avait commencé environ 20 minutes plus tôt, légère au début, juste quelques flocons dérivant à travers les faisceaux des phares. Mais elle devenait plus lourde maintenant, plus épaisse, les flocons plus grands et plus humides malgré la température. Je pouvais sentir la route changer sous moi. La texture passant de la neige tassée à quelque chose de plus glissant, plus traître. De la glace noire, la chose la plus dangereuse que vous puissiez rencontrer sur une autoroute hivernale. Une fine couche transparente de glace qui se forme sur la surface de la route, invisible dans le noir, impossible à voir jusqu'à ce que vos pneus glissent déjà dessus. J'ai relâché l'accélérateur, ralentissant à 40 km/h, puis 30, sentant l'adhérence, testant la route avec de petits ajustements du volant. Le camion a répondu normalement. Les pneus ont tenu, mais je pouvais le sentir en dessous, cette glisse, ce manque de traction. Un faux mouvement et je serais dans le fossé. C'est alors que je l'ai entendu à nouveau. Nord. La même voix, la même clarté. Mais cette fois, il y avait autre chose en dessous. Une texture, une qualité que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Cela sonnait faux. Comme une voix humaine diffusée à travers un haut-parleur qui n'était pas tout à fait calibré correctement. Le ton était décalé. Le rythme était décalé. La façon dont le mot flottait dans l'air était décalée. Je n'ai pas répondu. J'ai juste écouté, attendant de voir si autre chose passait. Les parasites ont continué, mais en dessous, j'ai pu entendre quelque chose de nouveau. Un son bas et rythmé, comme une respiration, lente et régulière, inspirant et expirant, inspirant et expirant. J'ai tendu la main et j'ai éteint la radio. Le silence qui a suivi a été immédiat et oppressant, rompu seulement par le grondement du moteur et le murmure des pneus sur la glace. Mais même avec la radio éteinte, je pouvais toujours l'entendre. Cette respiration, faible mais présente, venant de quelque part à l'intérieur de la cabine. J'ai regardé autour de moi, vérifiant la couchette, vérifiant le siège passager, vérifiant partout. Rien, juste moi et mon équipement dans l'espace vide. Mais le son persistait, silencieux mais indéniable. Puis j'ai réalisé d'où il venait. Les bouches d'aération du chauffage transportaient le son, l'aspiraient de l'extérieur et le faisaient circuler dans la cabine. J'ai tendu la main et j'ai éteint le ventilateur. La respiration s'est arrêtée. Je suis resté là dans le silence, les mains serrées sur le volant, essayant de me convaincre que je l'avais imaginé, que ce n'était que le vent ou le son de l'air se déplaçant dans le système de chauffage, ou mon propre souffle me revenant dans l'espace confiné. Mais je savais mieux. J'avais conduit assez longtemps pour connaître la différence entre les sons normaux et autre chose. La neige tombait plus fort maintenant, réduisant la visibilité à peut-être 20 mètres. J'ai encore ralenti, me penchant en avant, plissant les yeux à travers le pare-brise. La route était à peine visible, juste une vague impression grise entre des murs d'obscurité.
Je ne pouvais pas voir la ligne centrale, je ne pouvais pas voir l'accotement. Tout ce que je pouvais faire, c'était garder le camion en mouvement droit et espérer que j'étais toujours sur le bitume. C'est alors que le premier impact est survenu. Un coup solide contre le côté conducteur de la cabine, bas près de la porte. Pas une pierre ou des débris, trop délibérés, trop lourds. Cela ressemblait à quelque chose qui avait frappé le camion avec force. J'ai freiné doucement, arrêtant le camion, et j'ai attrapé ma lampe torche. La température extérieure était brutale, mais j'avais besoin de voir ce qui m'avait frappé. J'ai enfilé mon parka, mes gants, mon masque facial, et j'ai ouvert la porte. Le froid a été instantané et vicieux, traversant mes couches comme si elles n'étaient pas là. Mon souffle a gelé devant mon visage, cristallisant immédiatement. La neige tombait épaisse et rapide, tourbillonnant dans les faisceaux des lumières du camion. Je suis descendu, mes bottes craquant sur la glace, et je me suis dirigé vers le côté de la cabine, dirigeant le faisceau de ma lampe le long du métal. Aucun dommage, aucune bosse, aucune marque. Le côté du camion était immaculé, couvert d'une fine couche de givre et de neige, mais autrement intact. J'ai vérifié le sol autour du camion, cherchant ce qui m'avait frappé. Rien. Pas de pierre, pas de branches, pas de débris. Juste de la neige et de la glace et la route vide s'étendant dans l'obscurité. Et puis je les ai vus. Des empreintes de pas. Des empreintes fraîches dans la neige s'éloignant du camion et disparaissant dans l'obscurité au-delà de la portée de ma lampe torche. Elles étaient de taille humaine, des impressions profondes faites par quelqu'un marchant dans des bottes lourdes. Mais elles ne venaient de nulle part. Elles commençaient juste à côté du camion, comme si quelqu'un avait été debout là et avait ensuite marché. J'ai suivi les empreintes avec ma lumière, les traçant à travers la neige. Elles allaient en ligne droite pendant peut-être 10 mètres, puis s'arrêtaient. Juste terminé. Pas de virage, pas de continuation, juste un arrêt en plein pas, comme si la personne avait disparu. Mon cœur battait maintenant, le son fort dans mes oreilles. J'ai balayé la lumière autour de moi, vérifiant les arbres, vérifiant la route, vérifiant partout. Rien ne bougeait. Rien ne faisait de bruit. Juste le vent et la neige qui tombaient et ma propre respiration saccadée. J'ai reculé vers le camion, gardant la lumière en mouvement, et je suis monté dans la cabine. J'ai claqué la porte et les verrouillé, les doigts trébuchant sur le mécanisme. La chaleur à l'intérieur semblait artificielle, fragile, comme si elle pouvait être arrachée à tout moment. Je suis resté là à fixer les empreintes à travers le pare-brise. Elles étaient déjà recouvertes de neige fraîche, les bords s'estompant, la profondeur se remplissant. En 1 minute, elles auraient complètement disparu. J'ai attrapé le micro de la radio CB, j'ai rallumé la radio et j'ai appuyé sur le bouton. Ici l'unité 47 demandant de l'assistance. Je suis à environ 40 km au nord de P-Crossing et j'ai besoin de confirmation. Y a-t-il quelqu'un d'autre sur cette autoroute ce soir? Des parasites. Puis, après une longue pause, une voix. Pas la même voix que tout à l'heure, mais Margaret, de la dispatch 47, nous indiquons que vous êtes le seul véhicule en direction du nord sur l'autoroute. Quelle est votre situation? J'ai hésité, essayant de trouver les bons mots. J'ai vu des empreintes de pas à côté du camion, mais il n'y a personne ici. Silence à l'autre bout. Puis, Reed, tu te sens bien? Tu as conduit trop longtemps. Je vais bien, ai-je dit, mais ma voix sonnait faux même à mes propres oreilles. Je regarde les empreintes en ce moment. Elles sont réelles. Reed, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Ressens-tu des symptômes? Désorientation? Confusion, troubles visuels. J'ai réalisé ce qu'elle pensait. Hypothermie, intoxication au monoxyde de carbone, hallucination causée par l'épuisement et le stress. Mais je n'hallucinais pas. Je regardais une preuve physique, claire comme le jour. Margaret, je vais bien, mais quelque chose ne va pas ici. Une autre pause. Reed, j'ai besoin que tu t'arrêtes quelque part en sécurité et que tu vérifies ton détecteur de monoxyde de carbone. Assure-toi que ton pot d'échappement n'est pas obstrué. Et si tu dois faire demi-tour et revenir, fais-le. Personne ne pensera moins de toi. J'ai regardé le détecteur monter sur le mur de la cabine. La lumière verte était stable, indiquant des niveaux normaux. Le détecteur est bon. L'échappement est dégagé. Je suis bon pour continuer. Reed, je suis sérieuse, a dit Margaret. Je vais bien, Margaret. Je rappellerai dans 1 heure.
J'ai raccroché le micro avant qu'elle ne puisse répondre et j'ai mis le camion en marche. Les empreintes étaient presque complètement recouvertes maintenant, juste de faibles dépressions dans la neige. J'ai avancé lentement, les yeux sur la route, essayant de me concentrer sur la conduite et rien d'autre. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ces empreintes, à la façon dont elles avaient commencé juste à côté de mon camion, comme si quelqu'un avait été debout là tout le temps, juste hors de vue, attendant. La neige continuait à tomber, plus lourde maintenant, s'accumulant sur le pare-brise plus vite que les essuie-glaces ne pouvaient l'enlever. Le thermomètre indiquait moins 54 degrés, le plus froid que j'avais vu de tout l'hiver. Et quelque part au loin, faible mais de plus en plus fort, j'ai entendu le vent commencer à hurler. La route devant se rétrécissait, flanquée des deux côtés par une forêt dense. Les arbres pressaient de près, leurs branches lourdes de neige, créant un effet de tunnel qui rendait l'obscurité encore plus oppressante. J'ai gardé une vitesse constante, environ 30 km/h. Les deux mains sur le volant, les yeux scrutant constamment. C'est alors que la radio CB a crépité à nouveau. Nord. La même voix, mais plus proche maintenant. Plus forte. Comme si la personne qui parlait était juste à côté de moi. J'ai attrapé le micro. Qui es-tu? Identifie-toi. Aucune réponse. Juste cette respiration à nouveau. Lente et régulière, passant par le haut-parleur. Ceci est une fréquence d'urgence restreinte, ai-je dit, la voix montant. Identifie-toi immédiatement ou je signale cela aux autorités. La respiration s'est arrêtée. Pendant un moment, il n'y a eu que des parasites, puis, doux éclair, derrière toi. Je me suis retourné, regardant le lit de la couchette, l'espace vide derrière les sièges. Rien là. Juste mon équipement et mes fournitures dans l'obscurité au-delà de la petite lumière au plafond. Mais quand je me suis retourné pour faire face au pare-brise, je l'ai vu. Une silhouette debout au milieu de la route, peut-être à 20 mètres devant, juste à la limite de mes phares, grande, vêtue de vêtements sombres, complètement immobile. J'ai freiné, sentant le camion glisser légèrement sur la glace avant de s'arrêter. La silhouette n'a pas bougé. Je l'ai fixée, ma respiration rapide et superficielle. Elle ressemblait à une personne, de la même taille et de la même carrure qu'un adulte humain. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas avec les proportions. Les bras pendaient trop bas. La tête était inclinée à un angle qui ne semblait pas naturel. J'ai allumé mes phares. Pendant un bref moment, je l'ai vue clairement, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Elle ne portait pas de vêtements sombres. Elle était sombre. Toute la silhouette était noire, comme une découpe dans la réalité, un vide en forme humaine qui absorbait la lumière au lieu de la réfléchir. Et là où son visage aurait dû être, il n'y avait rien. Juste une obscurité lisse et sans trait. J'ai cligné des yeux et elle avait disparu. La route devant était vide. Pas de silhouette, pas d'empreinte de pas, juste de la neige qui tombait et la pâle illumination de mes phares. Je suis resté là, figé, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Mon esprit logique hurlait que c'était une illusion d'optique, un tour de lumière, d'ombre et de neige. Mais la partie de moi qui avait survécu à 16 hivers dans le Nord, la partie qui avait appris à faire confiance à mes instincts, savait mieux. Quelque chose était là dehors avec moi. J'ai mis le camion en marche et j'ai recommencé à avancer, plus vite maintenant, poussant la vitesse jusqu'à 45 km/h. Malgré les conditions, j'avais besoin de traverser cette section de l'autoroute. J'avais besoin d'atteindre un endroit avec des lumières, des gens et la solidité rassurante de la civilisation. Les kilomètres ont défilé lentement. Chaque ombre ressemblait à une silhouette. Chaque son était amplifié, analysé, craint. La radio CB est restée silencieuse, mais j'ai gardé le volume à fond, écoutant cette voix, tout signe que je n'étais pas seul. Puis, au kilomètre 178, j'ai vu le relais routier abandonné. Il se dressait dans l'obscurité sur le côté droit de l'autoroute, un ensemble de bâtiments sombres entourés de congères de neige. Je l'avais dépassé des dizaines de fois auparavant. Il était fermé depuis des années, l'entreprise ayant fait faillite lorsqu'un nouvel itinéraire routier avait détourné la plupart du trafic. Mais maintenant, dans l'obscurité, il semblait différent. Faux. Il y avait des lumières allumées à l'intérieur. Pas des lumières vives, juste une faible lueur jaune provenant des fenêtres du bâtiment principal. Et sur le parking, je pouvais voir des formes. Des véhicules, peut-être, ou autre chose. J'ai ralenti, fixant le bâtiment alors que je m'approchais. La partie logique de mon cerveau me disait de continuer à conduire,
de ne pas m'arrêter, de m'éloigner le plus possible. Mais une autre partie, celle qui avait besoin de savoir, qui avait besoin de comprendre ce qui se passait, m'a fait lâcher l'accélérateur et tourner dans le parking. Le bâtiment semblait pire de près. Le revêtement était pourri, les fenêtres étaient fissurées, et le toit s'affaissait sous le poids de la neige accumulée. Mais les lumières étaient définitivement allumées, cette étrange lueur jaune se déversant sur la neige. J'ai garé le camion, laissant le moteur tourner, et je suis resté là, fixant le bâtiment. À travers les fenêtres sales, je pouvais voir du mouvement, des ombres se déplaçant derrière le verre, comme des personnes bougeant à l'intérieur. La radio CB a crépité. Nord. Entre. J'ai fixé la radio, puis le bâtiment. La voix venait de là-bas. Quelqu'un à l'intérieur m'appelait. Contre tout instinct, j'ai attrapé ma lampe torche, enfilé mon parka, et ouvert la porte. Le froid m'a frappé immédiatement, mais je l'ai à peine remarqué. J'étais concentré sur le bâtiment, sur les lumières, sur la découverte de ce qui se passait. J'ai traversé le parking, mes bottes craquant sur la glace, et je me suis approché de l'entrée principale. La porte était entr'ouverte, oscillant légèrement dans le vent. Je l'ai poussée et je suis entré. L'intérieur était un désastre. Des meubles cassés, des débris éparpillés, des murs couverts de peinture écaillée et de dégâts des eaux. Mais au centre de la pièce, il y avait une table. Et sur cette table, une radio CB, sa lumière verte brillant, son haut-parleur crépitant de parasites. Personne d'autre n'était là. Je me suis approché de la radio, mais pas résonnant dans l'espace vide. Le bâtiment sentait le moisi, la pourriture et autre chose, quelque chose d'âcre et chimique. J'ai tendu la main et j'ai touché la radio. Elle était chaude. Quelqu'un était passé par ici récemment. Quelqu'un avait laissé cela allumé. J'ai pris le combiné et j'ai appuyé sur le bouton. Qui est là? Qui m'a appelé? Des parasites. Puis cette respiration à nouveau, passant par le haut-parleur, mais elle ne venait pas de la radio. Elle venait de derrière moi. Je me suis retourné lentement, dirigeant le faisceau de ma lampe vers l'arrière de la pièce. Et là, dans les ombres au-delà de mon faisceau, je les ai vues, des figures, plusieurs figures debout en ligne, immobiles, me regardant. J'ai reculé vers la porte, gardant ma lumière sur eux. Ils ne bougeaient pas, ne réagissaient pas, restaient là dans une immobilité parfaite. J'ai atteint la porte, je suis sorti dans le froid, et j'ai couru vers mon camion. Je suis monté dans la cabine, j'ai claqué la porte, je l'ai verrouillée et j'ai mis le camion en marche. Les pneus ont patiné sur la glace pendant un moment avant d'accrocher, et je suis sorti du parking, retournant sur l'autoroute, conduisant plus vite que ce n'était sûr. Dans mon rétroviseur, je pouvais voir le bâtiment s'éloigner dans l'obscurité. Les lumières étaient toujours allumées, et dans l'embrasure de la porte, je pouvais voir des formes, plusieurs formes, debout là à me regarder partir. Je n'ai plus regardé en arrière. J'ai conduit pendant une autre heure sans m'arrêter, poussant le camion à ses limites sur la route glacée. Mes mains tremblaient, ma respiration était courte et saccadée, mon esprit tournait autour de ce que j'avais vu. Les explications logiques continuaient de s'effondrer sous le poids des preuves. Des squatteurs dans le bâtiment abandonné, peut-être des gens vivant dans la rue en hiver. Mais pourquoi aurait-il laissé une radio CB allumée? Pourquoi serait-il resté dans le noir comme ça? Et la silhouette sur la route. Celle qui avait disparu. Celle qui ne portait pas de vêtements sombres, mais qui était l'obscurité. J'ai essayé d'appeler Margaret à nouveau, mais tout ce que j'ai obtenu, ce sont des parasites. La radio fonctionnait. Je pouvais entendre l'onde porteuse, mais aucune voix ne passait. Juste ce sifflement et ce crépitement sans fin, comme si tout le réseau de communication avait été avalé par des interférences. La neige tombait en feuilles maintenant, un blizzard complet en cours. Ma visibilité était réduite à peut-être 10 mètres, et je naviguais plus par sensation que par vue, gardant le camion centré sur ce que j'espérais être la route, priant pour ne pas dévier dans le fossé. Puis les impacts ont commencé. Un coup contre le côté passager cette fois, dur et délibéré. Un coup, maintenant du côté conducteur. En succession rapide, comme si quelque chose courait le long du camion et le frappait à plusieurs reprises. J'ai attrapé la lampe torche et je l'ai dirigée vers la fenêtre, mais tout ce que je pouvais voir, c'était de la neige tourbillonnante et de l'obscurité. Les impacts ont continué, se déplaçant de l'avant de la cabine à l'arrière, suivant la longueur de la remorque, comme si quelque chose suivait le camion, ajustant sa vitesse, tendant la main pour le toucher en passant. Coup.
J'ai accéléré, accélérant malgré les conditions, essayant de distancer ceux qui étaient là-bas. Le compteur de vitesse a grimpé à 60, puis 70. Le camion tremblait sur la glace, dérapant légèrement, mais j'ai maintenu la pression. Les impacts se sont arrêtés. J'ai relâché l'accélérateur, laissant la vitesse redescendre à un niveau plus sûr. Mon cœur battait à tout rompre, mes paumes étaient moites de sueur malgré le froid. J'ai vérifié les rétroviseurs, cherchant tout ce qui me suivait, mais tout ce que j'ai vu, c'était du blanc. C'est alors que la radio CB a crépité à nouveau. « Nord, arrête-toi. » Je l'ai ignoré, gardant les yeux sur la route. « Nord, arrête-toi, s'il te plaît. » Il y avait de la désespoir dans la voix maintenant, pas une menace, mais une supplique, comme si la personne là-bas avait besoin que je m'arrête, avait besoin que je l'aide. « Qui es-tu » ai-je demandé, appuyant sur le bouton du micro. « Que veux-tu » Aucune réponse, juste des parasites. Puis, perçant les interférences, une nouvelle voix. Féminine cette fois, plus jeune, effrayée. « S'il te plaît, nous avons besoin d'aide. Nous sommes coincés. Nous sommes coincés depuis des jours. » J'ai senti ma poitrine se serrer. Le camionneur en moi, la partie qui avait été formée pour aider les gens en détresse, luttait avec la partie qui avait vu des choses ce soir que je ne pouvais pas expliquer. « Où es-tu » ai-je demandé avec prudence. Plus loin, kilomètre 195. Nous sommes dans le fossé, s'il te plaît. Il fait si froid. J'ai vérifié mon GPS. J'étais au kilomètre 188. 7 kilomètres à parcourir. 7 kilomètres pour décider si je roulais vers un piège ou vers des personnes qui avaient vraiment besoin d'aide. Combien êtes-vous, ai-je demandé. Des parasites. Puis, 4. 2 adultes, 2 enfants. Notre véhicule est tombé en panne. Le chauffage a arrêté de fonctionner. Nous essayons de signaler de l'aide, mais personne n'est venu. 2 enfants. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. S'il y avait des enfants là-bas, des enfants en détresse, je ne pouvais pas simplement passer. Peu importe ce que j'avais vu, peu importe ce que mes instincts me disaient. J'arrive, ai-je dit. Tenez bon. 7 minutes. J'ai poussé la vitesse à nouveau, surveillant attentivement la route, comptant les kilomètres à rebours. 190, 191. La neige commençait à s'alléger, le blizzard se dissipant en flocons éparpillés. Je pouvais voir plus loin maintenant, peut-être 20 mètres. Puis je les ai vus, ou plutôt, j'ai vu les lumières. Des feux de détresse clignotant sur le côté droit de la route, partiellement enterrés dans la neige. Un véhicule, le nez dans le fossé, exactement là où la voix l'avait dit. J'ai garé mon camion, mis mes propres feux de détresse, et attrapé ma trousse d'urgence. Parka lourd, couverture, fourniture de premier secours, fusées éclairantes. Je suis descendu de la cabine et je me suis approché du véhicule, la lampe. Torche découpant la neige qui tombait. C'était un SUV, relativement neuf, avec des plaques d'immatriculation du Yukon. Le capot était froissé par l'impact avec la congère, et le pare-brise était couvert de givre. Je pouvais voir des formes à l'intérieur, immobiles. J'ai frappé à la vitre du conducteur. « Bonjour, vous m'entendez » Aucune réponse. J'ai essayé la porte. Elle était déverrouillée. Je l'ai ouverte et la lumière intérieure a clignoté. Le véhicule était vide. Pas de personnes, pas d'adultes, pas d'enfants. Juste des sièges vides et une radio CB montée sur le tableau de bord, sa lumière verte brillant. J'ai reculé, mon souffle se congelant dans l'air froid. La radio a crépité. Nord. J'ai couru vers mon camion, j'ai ouvert la porte et je suis monté. J'ai verrouillé les portes, mis le camion en marche et j'ai accéléré en m'éloignant du SUV abandonné. Dans mon rétroviseur, je pouvais voir les feux de détresse clignoter, devenant plus petits, puis disparaissant alors que je tournais un virage. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le volant. Quelqu'un avait monté cela. Quelqu'un m'avait appelé sur la CB, avait utilisé une voix de femme, avait mentionné des enfants, tout pour que je m'arrête. Mais pourquoi? Que voulait-il? J'ai attrapé mon propre micro CB et j'ai appuyé sur le bouton. Diffusion sur le canal d'urgence. Ici l'unité 47 diffusant en clair. Il y a une situation sur la Klondike Highway, kilomètre 195. Véhicule abandonné dans le fossé.
Appel de détresse possible qui a été simulé. Je continue vers le nord. Si quelqu'un peut m'entendre, veuillez répondre. Des parasites. Juste des parasites sans fin. Puis, perçant à travers, derrière toi. J'ai regardé dans le rétroviseur. La route derrière moi était vide. Juste un tunnel d'obscurité au-delà de la portée de mes feux arrière. Derrière toi, a répété la voix. Plus claire maintenant. Urgente. J'ai ajusté le rétroviseur, l'orientant pour voir plus loin. Et là, à la limite de la visibilité, je les ai vus, des lumières. Des phares approchant rapidement. Un véhicule venait derrière moi, se déplaçant à une vitesse imprudente pour ces conditions. Je pouvais le voir maintenant, un gros camion similaire au mien, réduisant rapidement la distance. J'ai accéléré, essayant de maintenir un peu d'espace, mais l'autre véhicule a gardé le rythme. Il était juste derrière moi maintenant, phares allumés, remplissant mes rétroviseurs d'une lumière aveuglante. Puis il s'est placé à côté de moi. J'ai jeté un coup d'œil, essayant de voir qui conduisait, mais l'autre cabine était sombre. Aucune lumière intérieure, aucun conducteur visible, juste une masse imposante se déplaçant en parallèle avec moi, ajustant exactement ma vitesse. La radio CB a crépité. Nord. La voix venait de l'autre camion. J'en étais certain maintenant. Que veux-tu, ai-je crié dans le micro, peu importe si quelqu'un d'autre m'entendait. L'autre camion s'est rapproché, réduisant l'écart entre nous. Nous étions côte à côte sur l'autoroute. Deux véhicules massifs fonçant dans l'obscurité à 70 km/h. Puis il a dévié vers moi. J'ai tiré le volant vers la droite, évitant de justesse la collision. Mon camion a tremblé alors que les pneus du côté droit ont pris l'accotement, puis sont revenus sur le bitume. L'autre véhicule a dévié avec moi, restant parallèle, comme s'il me poussait quelque part. Nord, tourne ici. Je l'ai vu devant, un tournant à peine visible, marqué par un petit panneau réfléchissant. L'autre camion me poussait vers lui, me forçant à prendre la sortie. J'avais le choix. Me battre pour le contrôle de l'autoroute, risquer une collision à grande vitesse sur la glace, ou prendre le tournant et voir où il menait. J'ai pris le tournant. L'autre camion ne m'a pas suivi. Il a continué. Vers le nord sur l'autoroute principale, ses lumières disparaissant dans l'obscurité en quelques secondes. J'ai ralenti, ramenant le camion à une vitesse d'escargot sur la route secondaire étroite. Mon GPS avait perdu le signal. Ma radio était morte. J'étais complètement seul sur une route que je ne reconnaissais pas, au milieu de la nature sauvage du Yukon. La route serpentait à travers une forêt dense, les arbres pressant de près des deux côtés. La neige était plus profonde ici, intacte, et je pouvais sentir le camion lutter pour avancer. J'aurais dû laisser des traces, mais quand j'ai vérifié mes rétroviseurs, la neige derrière moi était lisse, non marquée, comme si je n'étais jamais passé. Puis j'ai vu le bâtiment. Il était en retrait de la route, à peine visible à travers les arbres. Une cabane plus grande que celle du relais routier, avec des lumières jaunes chaudes brillant aux fenêtres, des lumières qui semblaient complètement déplacées dans cette nature sauvage gelée. J'ai arrêté le camion, fixant le bâtiment. Chaque instinct me criait de faire demi-tour, de me frayer un chemin à travers la neige pour retourner sur l'autoroute principale, mais je ne pouvais pas. La route devant se rétrécissait jusqu'à rien, avalée par les congères. Et la route derrière moi avait disparu. J'étais piégé. La radio CB a crépité une dernière fois. Nord. Entre. Je suis resté là dans l'obscurité, moteur au ralenti, fixant les lumières chaudes de la cabane, et lentement, contre mon meilleur jugement, j'ai tendu la main vers mon parka. Le froid dehors était pire qu'avant, si c'était possible. Le thermomètre sur mon tableau de bord indiquait -61°C. À cette température, la peau exposée gèle en moins d'une minute. Votre souffle se cristallise avant de quitter votre bouche. L'air lui-même devient hostile. Chaque inspiration brûle vos poumons. J'ai remonté mon masque facial, serré ma capuche, et je suis descendu de la cabine. La neige me montait jusqu'aux genoux, et chaque pas était un effort. Je pouvais voir mon camion derrière moi, moteur toujours en marche, phare découpant l'obscurité. Il semblait petit, soudainement fragile, inadéquat face à l'immensité de la nature sauvage qui m'entourait. La cabane était à peut-être 30 mètres, une structure solide, des murs en rondins calfeutrés avec ce qui semblait être du mortier frais, un toit en métal raide pour évacuer la neige, des fenêtres qui brillaient de cette chaleur impossible.
De la fumée montait de la cheminée, se dissipant rapidement dans le froid extrême. J'ai marché vers elle, chaque pas délibéré, surveillant la glace, surveillant les trous dans la neige, surveillant tout ce qui semblait décalé. En m'approchant, j'ai pu entendre quelque chose. De la musique. Faible, mais indéniable. De la vieille musique country, le genre que l'on entend à la radio AM au milieu de la nuit. La porte était en bois massif avec une simple poignée, aucun verrou visible. Je suis resté là un moment, ma main gantée survolant la poignée, me donnant une dernière chance de faire demi-tour. Mais où irais-je? La route avait disparu. L'autoroute était à des kilomètres à travers une neige profonde et une forêt dense. J'étais ici, que je le veuille ou non. J'ai poussé la porte. La chaleur m'a frappé immédiatement, presque douloureuse après le froid extrême. L'intérieur de la cabane était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Une grande pièce principale avec une cheminée en pierre, des bûches brûlant joyeusement, des meubles usés, un canapé et 2 fauteuils disposés autour du feu. Une zone cuisine le long du mur du fond avec un vieux poêle à gaz et un évier. La musique venait d'une radio sur le comptoir. Le signal était clair et fort malgré l'isolement, et assis dans l'un des fauteuils faisant face au feu se trouvait un homme. Il ne s'est pas retourné lorsque je suis entré, il est juste resté assis là, les épaules détendues, les mains jointes sur ses genoux, fixant les flammes. « Bonjour », ai-je dit, ma voix étouffée par le masque facial. Il n'a pas répondu. J'ai baissé le masque, me suis avancé plus loin dans la pièce et j'ai réessayé. « Bonjour. Désolé de vous déranger, mais j'ai été poussé hors de l'autoroute. »« Assieds-toi », a dit l'homme, me coupant. Sa voix était plate, sans émotion. « Réchauffe-toi. » J'ai hésité, puis j'ai fermé la porte derrière moi et je me suis dirigé vers le feu. L'autre fauteuil était positionné pour avoir une vue sur la cheminée et la porte. Je me suis assis avec précaution, gardant mes distances avec l'homme, mes yeux bougeant constamment, cataloguant les détails. Il avait peut-être 60 ans, avec une peau burinée et des cheveux gris attachés en queue de cheval. Il portait une chemise à carreaux et un jean, des chaussettes en laine épaisse, mais pas de chaussures. Ses mains étaient rugueuses, cicatrisées, les mains de quelqu'un qui avait travaillé en extérieur pendant des décennies. « Merci », ai-je dit, pour l'abri. Il n'a pas répondu, a continué à fixer le feu. J'ai réessayé. « Je m'appelle Reed. Je transporte des fournitures médicales à Dawson. J'ai été détourné de l'autoroute. » Rien. Le silence s'est étiré, rompu seulement par le crépitement du feu et le faible son de la radio. Je commençais à penser qu'il ne pouvait pas m'entendre ou qu'il ne répondrait pas quand il a finalement parlé. « Tu n'aurais pas dû venir ici. » Les mots ont flotté dans l'air. J'ai senti ma poitrine se serrer. Je n'avais pas le choix. Quelque chose sur la route m'a poussé hors de la route. « Tu as toujours le choix », a-t-il dit, sans me regarder. « Tu aurais pu t'arrêter à Pigne, tu aurais pu faire demi-tour, tu aurais pu attendre que le temps se dégage, mais tu as choisi de continuer. Et maintenant tu es ici. » Je n'ai pas choisi ça, ai-je dit, la colère s'insinuant dans ma voix. J'ai été poussé hors de l'autoroute par un autre camion. Mon GPS est mort. Ma radio est morte. Je ne sais même pas où je suis. Enfin, il s'est tourné pour me regarder. Ses yeux étaient d'un bleu pâle, presque sans couleur, et ils avaient une expression que je ne pouvais pas lire. Pas hostile, mais pas amical non plus. Juste évaluant. « Tu es là où tu allais toujours finir », a-t-il dit. La route ne fait pas d'erreur. Je me suis levé, ma main se déplaçant instinctivement vers la porte. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais j'ai besoin de retourner sur l'autoroute. Peux-tu me dire dans quelle direction? Assieds-toi, a-t-il dit. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a fait obéir. Un ordre ou peut-être un avertissement. Tu ne pars pas ce soir. La tempête s'aggrave et il y a des choses dans les bois que tu ne veux pas rencontrer dans le noir. Je me suis rassis, mon esprit s'emballant. Quelle chose? Il s'est retourné vers le feu. Tu les as déjà vues sur la route, au relais routier, te suivant. Elles sont avec toi depuis que tu as quitté Whitehorse. Mon sang s'est glacé. Comment sais-tu ça? Parce que je les vois aussi, a-t-il dit doucement. Tout le monde qui passe par ici les voit. Les voix à la radio, les empreintes dans la neige, les figures qui observent depuis l'obscurité. Elles sont toujours là. Toujours en attente. En attente de quoi?
Il a été silencieux pendant un long moment. Puis, de personnes comme toi, des personnes qui pensent pouvoir être plus malignes que l'hiver. Des personnes qui poussent trop fort, qui ignorent les avertissements, qui croient être assez fortes pour gérer tout ce que le Nord leur lance. La nature sauvage se moque de ta force. Elle se moque de ton expérience. Elle prend tout le monde, éventuellement. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas. J'ai conduit sur ces routes pendant 16 ans. Je sais comment gérer l'hiver. Vraiment ? Il s'est retourné pour me regarder à nouveau, et cette fois, il y avait quelque chose comme de la pitié dans ses yeux. Alors pourquoi es-tu ici ? Pourquoi t'es-tu arrêté à ce relais routier ? Pourquoi as-tu investigué ce SUV abandonné ? Pourquoi t'es-tu laissé pousser hors de l'autoroute ? Je n'avais pas de réponse. Il te teste, a-t-il continué. Il te montre des choses impossibles, et il regarde ce que tu fais. La plupart des gens s'enfuient, ils conduisent plus vite, ils ignorent les signes, ils se convainquent que tout est dans leur tête. Mais certaines personnes s'arrêtent, elles regardent, elles essaient de comprendre, et c'est à ce moment-là qu'elles sont prises. Prises par quoi, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Il a souri, mais il n'y avait aucun humour dedans. Par le territoire lui-même, par l'obscurité et le froid et l'hiver sans fin. Cet endroit est vivant de manière que tu ne comprends pas. Il a une volonté, une faim, et il se nourrit des personnes qui s'aventurent trop profondément. Je me suis levé à nouveau, reculant vers la porte. Tu es fou. Peut-être, a-t-il dit, se retournant vers le feu. Ou peut-être que je suis le seul à avoir compris. Dans les deux cas, tu devrais rester ici ce soir. Dormir près du feu. Demain matin, si la tempête se calme, tu pourras peut-être retrouver ton chemin vers l'autoroute. Peut-être, a-t-il dit doucement. La plupart ne reviennent pas, j'ai tendu la main vers la poignée de la porte, ma main tremblant. Je pars. Je prends mes chances avec la tempête. Tu mourras là-bas, a-t-il dit sans se retourner. La température baisse. À minuit, il fera moins 70. Ton camion gèlera. Ton carburant se transformera en gelée. Tu tiendras peut-être 1 heure avant que l'hypothermie ne t'emporte. J'ai hésité, ma main sur la poignée. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Sortir dans ce froid, dans le noir, sans direction claire, c'était du suicide. Mais rester ici avec cet homme et ses histoires impossibles. Que es-tu, ai-je demandé. Es-tu l'un d'eux? Il a ri, un son sec et amer. Non, je suis juste quelqu'un qui a fait la même erreur que toi. Je suis venu ici il y a 20 ans. J'avais une cargaison à livrer. Je pensais pouvoir battre la météo. J'ai été poussé hors de l'autoroute. J'ai trouvé cette cabane. Et j'y suis depuis 20 ans. Je l'ai fixée. C'est impossible. Quelqu'un t'aurait cherché. Le dispatch aurait envoyé des équipes de recherche. Ils l'ont fait, a-t-il dit. Mais ils ne m'ont jamais trouvé parce que cet endroit n'existe sur aucune carte. Ce n'est pas une partie du monde que tu connais. C'est autre chose, quelque chose entre les deux. Je ne pouvais pas traiter ce qu'il disait. C'était trop en dehors du domaine du possible. Mais je ne pouvais pas non plus ignorer les preuves, la route qui avait disparu, le GPS qui avait cessé de fonctionner, la cabane qui était apparue de nulle part au milieu de la nature sauvage. J'ai lâché la poignée de la porte et je me suis dirigé à nouveau vers le feu. Demain matin, ai-je dit, je pars demain matin. Peut-être, a-t-il dit à nouveau. Et puis il a été silencieux, fixant les flammes, perdu dans des pensées que je ne pouvais même pas commencer à imaginer. Je suis resté là pendant des heures, regardant le feu s'éteindre, écoutant le vent hurler à l'extérieur, sentant le froid presser contre les murs malgré la chaleur de la pièce. L'homme n'a jamais bougé, n'a plus jamais parlé. La radio a continué à jouer, passant par des stations qui ne devraient pas exister, jouant de la musique de décennies passées. Finalement, l'épuisement a gagné. J'ai enroulé mon parka autour de moi, me suis penché en arrière dans le fauteuil et j'ai fermé les yeux. Juste pour un moment, me suis-je dit, juste pour me reposer. Quand je les ai rouverts, le feu s'était éteint. La pièce était sombre, et l'homme avait disparu. Je me suis assis, mon cœur battant. La seule lumière venait des fenêtres, cette pâle lumière grise de l'aube qui pénétrait à peine l'obscurité. La radio était silencieuse. La cabane était glaciale,
la température intérieure à peine plus chaude qu'à l'extérieur. Je me suis levé, mes articulations raides, mon souffle visible dans l'air. La porte de la cabane était ouverte, oscillant légèrement dans le vent. De la neige avait soufflé à l'intérieur, créant une congère sur le sol. Je me suis approché de la porte avec prudence, regardant la nature sauvage au-delà. La tempête était passée. Le ciel était clair, montrant les premières lueurs de l'aube. Et là, clairement visible dans la neige fraîche, il y avait un chemin. Pas une route, pas même un sentier, juste une ligne d'empreintes de pas s'éloignant de la cabane et entrant dans les arbres. Des empreintes de pas humaines, de la même taille et de la même forme que les miennes. J'ai regardé en arrière vers la cabane. À la lumière froide de l'aube, elle semblait abandonnée. Les meubles étaient pourris, les rondins s'effritaient, et la cheminée était froide et obstruée par des débris. Cet endroit n'avait pas été habité depuis des années. J'ai marché jusqu'à l'endroit où mon camion aurait dû être garé. La neige était intacte. Aucune trace de pneus, aucune preuve qu'un véhicule ait jamais été là. Mon camion avait disparu. Je suis resté là dans l'aube glaciale, complètement seul, fixant la neige vide où mon camion aurait dû être. Et puis je l'ai entendu, la radio CB s'allumant à l'intérieur de la cabane. Nord. Je suis retourné vers la cabane lentement, chaque pas délibéré, mon esprit essayant de traiter ce qui se passait. La radio était posée sur le comptoir exactement là où elle avait été la nuit précédente. Mais maintenant, à la lumière du jour, je pouvais la voir clairement. Elle était ancienne. Décennies anciennes, avec des tubes à vide et des cadrans analogiques. Le genre de radio qui ne devrait plus fonctionner. Qui devrait être dans un musée ou une casse. Mais elle fonctionnait. La lumière verte brillait de manière stable et le haut-parleur crépitait de parasites. J'ai pris le combiné. Qui est-ce? Nord. Suis le chemin, j'ai regardé par la fenêtre la ligne d'empreintes de pas menant dans les arbres. Où mène-t-il? À la maison. J'ai raccroché le combiné et j'ai regardé une fois de plus autour de la cabane. À la lumière du jour, son véritable état était révélé. Cet endroit avait été abandonné depuis des décennies. Les meubles étaient couverts de poussière et de moisissures. Les fenêtres étaient fissurées. Le toit avait des trous où l'on pouvait voir le ciel, mais il avait fait chaud la nuit dernière. Le feu brûlait. L'homme était assis là, dans ce fauteuil, à me parler. Soit j'avais halluciné toute la chose, soit quelque chose avait voulu que je la voie, avait voulu que je croie qu'elle était réelle. J'ai attrapé mon sac d'urgence là où je l'avais laissé près de la porte et je suis sorti. Le froid m'a frappé immédiatement, mais il était supportable maintenant, peut-être moins 40 degrés, ce qui semblait presque chaud après les températures extrêmes de la nuit précédente. J'ai commencé à suivre les empreintes de pas. Elles menaient à travers la forêt, serpentant entre les arbres, évitant les obstacles avec la certitude de quelqu'un qui savait exactement où il allait. Je les ai suivis pendant peut-être 20 minutes, mon souffle fumant dans l'air, mes bottes craquant dans la neige. Puis je l'ai entendu, le son des moteurs, le grondement lointain du trafic. J'ai accéléré le pas, poussant à travers une dernière ligne d'arbres, et j'ai émergé sur une route. Pas la route secondaire sur laquelle j'étais la nuit précédente, mais l'autoroute principale, la Klondike Highway, exactement là où elle devait être. Égaré sur l'accotement, à peut-être 50 mètres, se trouvait mon camion. J'ai couru vers lui, mes mains tremblant alors que j'essayais la porte. Elle était déverrouillée. Je suis monté à l'intérieur, et tout était exactement comme je l'avais laissé. Le chauffage fonctionnait, la radio était allumée. Le GPS montrait ma position au kilomètre 198 sur la Klondike Highway, à environ 70 km au nord de l'endroit où j'avais été poussé hors de la route. Je suis resté là, fixant le tableau de bord, essayant de comprendre. Avais-je conduit jusqu'ici et ne m'en souvenais pas? Avais-je somnambulé ou quelque chose d'autre m'avait-il déplacé? Avait-il déplacé le camion pendant que j'étais dans cette cabane? La radio CB a crépité. Unité 47, ici le dispatch de Dawson. Me recevez-vous? J'ai attrapé le micro, ma voix tremblante. Ici 47. Je vous reçois. 47, nous avons essayé de vous joindre depuis des heures. Quelle est votre situation? J'ai regardé l'horloge sur le tableau de bord. Elle indiquait 7h43. J'étais entré dans la cabane vers minuit. Cela signifiait que j'avais disparu pendant presque 8 heures, mais cela m'avait semblé des minutes. Je suis au nord de Ping, ai-je dit.
Environ kilomètre 198. J'ai eu quelques problèmes hier soir. La radio est tombée en panne. Copier 47. Êtes-vous en mesure de continuer jusqu'à Dawson? J'ai regardé la jauge de carburant. Toujours aux 3/4 pleine. J'ai regardé la température. Moins 38 degrés et en hausse avec le lever du soleil. J'ai regardé la route devant moi. Claire et vide. Affirmatif, ai-je dit. Je continue vers Dawson. Est à 3 heures. Copier 47. Bon voyage. J'ai raccroché le micro et j'ai mis le camion en marche. Je suis sorti sur l'autoroute et j'ai commencé à conduire vers le nord. Mes mains étaient stables sur le volant, mes yeux sur la route. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je ne voulais pas voir si quelque chose me suivait. Je ne voulais pas savoir si la forêt derrière moi était vide ou si des formes bougeaient entre les arbres. J'ai juste conduit. Le reste du voyage s'est déroulé sans incident. Le soleil s'est levé plus haut, projetant de longues ombres sur la neige. La température a grimpé à un doux moins 30 degrés. J'ai croisé d'autres véhicules, des camions en direction du sud retournant à Whitehorse, et je leur ai fait signe comme si tout était normal. J'ai atteint Dawson à 11h15 et j'ai livré la cargaison sans incident. Le réceptionniste m'a enregistré, a regardé le manifeste et a signé tout. Voyage difficile, a-t-il demandé, notant l'accumulation de glace sur mon camion. On peut dire ça, ai-je répondu. J'ai appelé Margaret depuis le relais routier de Dawson, et elle m'a mis en relation avec le bureau principal. Reed, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Nous avons perdu le contact avec toi pendant 8 heures. Problème de radio, ai-je dit. Une sorte d'interférence. Je n'arrivais pas à passer. Reed, ton traceur GPS montre que tu t'es arrêté au kilomètre 145 pendant 6 heures, juste assis là. Nous allions envoyer une équipe de recherche. J'ai regardé mon carnet de bord. Selon mes notes, j'avais été en mouvement tout le temps, mais si le GPS disait que j'étais resté stationnaire. Je ne sais pas quoi te dire, ai-je dit. J'ai continué à conduire. Peut-être que le traceur a mal fonctionné. Elle a été silencieuse pendant un moment. Puis, Reed, ça va? Tu as besoin de quelques jours de repos. Je vais bien, ai-je dit, mais je n'étais pas sûr de le croire. Je suis resté à Dawson pendant 2 jours, dormant dans un motel, essayant de me convaincre que ce qui s'était passé était explicable. Interférence atmosphérique, exposition au monoxyde de carbone, hallucination. Induite par l'épuisement. Il y avait des explications rationnelles pour tout, mais je ne pouvais pas expliquer les empreintes de pas. Je ne pouvais pas expliquer comment mon camion avait parcouru 70 km pendant que j'étais dans cette cabane. Je ne pouvais pas expliquer l'homme qui y était et qui n'y était plus. Le 3e jour, j'ai chargé pour le trajet de retour vers Whitehorse. Une cargaison différente, un horaire différent, mais la même route. La Klondike Highway s'étendant vers le sud à travers la nature sauvage. J'ai réussi à atteindre le kilomètre 198 avant de le voir. Le tournant, le même que j'avais pris 3 nuits plus tôt, la même route secondaire étroite menant dans la forêt. J'ai ralenti, le fixant. À la lumière du jour, il semblait inoffensif, juste une vieille route de bûcheron, probablement inutilisée depuis des années. Rien d'inhabituel à ce sujet, mais je pouvais voir les traces, des traces de camions, quittant l'autoroute et disparaissant dans les arbres. Des traces fraîches, faites récemment, par un véhicule de la même taille que le mien. Je me suis arrêté sur l'accotement, moteur au ralenti, fixant ces traces. Une partie de moi voulait les suivre, conduire jusqu'à cette cabane et exiger des réponses, trouver l'homme et le faire expliquer ce qui s'était passé. Mais une partie plus grande, celle qui avait survécu à 16 hivers dans le Nord, m'a dit de continuer à conduire, de le laisser tranquille, de ne jamais revenir. J'ai mis le camion en marche et j'ai continué vers le sud. Je n'ai pas regardé en arrière, je n'ai pas vérifié le rétroviseur. J'ai juste conduit, gardant les yeux sur la route, les mains sur le volant, mon esprit concentré sur la rentrée à la maison. J'ai atteint Whitehorse sans incident, j'ai livré la cargaison, j'ai rempli mes rapports, j'ai touché mon salaire, et puis j'ai remis ma démission. Margaret a essayé de me faire changer d'avis, a dit que j'étais l'un de leurs meilleurs conducteurs, que je connaissais les routes mieux que quiconque. Mais j'avais terminé. Terminé avec la Klondike. Terminé avec l'obscurité et le froid et les choses qui bougeaient dans les espaces entre les arbres. J'ai déménagé vers le sud.
J'ai pris un emploi pour transporter des marchandises à travers la Colombie-Britannique et l'Alberta. Des itinéraires plus chauds, des autoroutes plus fréquentées, des endroits où vous n'êtes jamais à plus d'1 heure de la civilisation. Des endroits où l'obscurité ne presse pas si près. Où le froid ne s'infiltre pas dans vos os. Où les voix à la radio sont toujours humaines. Mais parfois, tard le soir, lorsque je conduis à travers une section particulièrement isolée de l'autoroute, je l'entends. Faible, à peine audible au-dessus des parasites, mais là, nord. Et je vérifie mes rétroviseurs juste pour m'assurer que rien ne me suit. Juste pour m'assurer que je suis toujours sur la route que je pense être. Parce que j'ai appris quelque chose dans ces forêts gelées, dans cette cabane impossible sur cette route qui n'était pas là. Le nord ne lâche pas facilement. Et une fois qu'il a votre odeur, une fois qu'il sait que vous avez vu ce qui est caché dans l'obscurité, il ne cesse jamais vraiment de vous appeler. Certaines nuits, lorsque la température baisse et que le vent se lève, je peux encore le sentir. Ce Paul, cette voix à la radio chuchotant mon nom, me disant de faire demi-tour, de me diriger vers le nord, de trouver cette route à nouveau. Et la pire partie, celle qui me tient éveillé, c'est qu'une partie de moi en a envie, qu'une partie de moi veut conduire sur cette autoroute, prendre ce tournant, suivre ces empreintes de pas où qu'elles mènent. Parce qu'il y a des réponses là-bas, dans cette cabane, dans cette forêt, des réponses sur ce qui attend vraiment dans l'obscurité, sur ce qui arrive aux personnes qui ne rentrent jamais chez elles. Mais je ne le ferai pas, parce que je sais que si j'y retourne, si je suis ces voix une fois de plus, je ne rentrerai pas chez moi. Je deviendrai comme cet homme assis dans ce fauteuil, fixant le feu, attendant que le prochain conducteur égaré trébuche à travers la porte. Et c'est l'horreur réelle. Pas les voix, pas les empreintes de pas, pas la cabane impossible. C'est de savoir que j'aurais pu être lui, que j'ai failli l'être. Que la seule chose qui me sépare de ce destin, c'est le choix que j'ai fait de continuer à conduire, d'ignorer l'appel, de laisser ces réponses derrière moi. Le nord est toujours là, en attente. Les voix appellent toujours. Et quelque part sur la Klondike Highway, au kilomètre 145 ou 198 ou un autre point aléatoire qui change à chaque fois, il y a un tournant. Et quelqu'un le prendra. Quelqu'un le fait toujours.